Donc, je suis ravi d'être là et de voir l'occasion de vous partager un peu mon travail sur les émotions. Donc, comme Hervé l'a dit, j'ai développé un modèle qui s'appelle Homo Emoticus et je dirige une académie qui s'appelle Homo Emoticus Academy et dont vous voyez ici voilà l'ouvrage et qui est un nouveau modèle d'intelligence émotionnelle et qui repose sur 4 émotions principales que l'on va justement utiliser pour explorer cette question de l'engagement. Et je vais essayer de vous montrer que ces 4 émotions permettent quand même d'apporter un éclairage intéressant sur cette question de l'engagement. Alors, vous savez que c'est une vraie problématique pour les entreprises, l'engagement. Alors, si on se fie à l'étude Gallup, donc qui fait des études mondiales sur le taux d'engagement des salariés à travers le monde, vous savez que la France a un taux d'engagement très très faible. On est à 6% des salariés français qui, lorsqu'on les interroge, disent qu'ils sont engagés au travail. C'est-à-dire qu'ils se sentent concernés, ils veulent se dévouer à leur travail, ils se sentent enthousiastes quand ils vont travailler. Donc, on a un taux très faible qui est très en deçà de la moyenne mondiale, puisque la moyenne mondiale est à 16%. Vous voyez, donc l'Europe est évidemment en dessous, curieusement. On a a priori de meilleures conditions de travail que dans beaucoup d'autres régions. On a peut-être une qualité de vie au travail qui est censée être supposée être supérieure, mais malgré tout, quand on interroge les gens manifestent plutôt de l'insatisfaction et du désengagement. Et donc, ce que je vais essayer de faire pendant cette présentation, c'est de vous apporter un éclairage à travers les émotions. Donc, une affaire d'émotion, on aurait pu mettre avec un point d'interrogation, mais c'eût été, je crois, superflu parce que je dirais, l'engagement procède des émotions. Dans émotion, il y a motion, il y a ce qui nous met en mouvement, et puis évidemment, ça fait écho à la motivation, et c'est une des choses dont on va parler, ce soir, où je vais essayer de vous parler de 5 canaux. On va essayer de décomposer la notion d'engagement à travers la question de la motivation et la question du bien-être, en partant du postulat que ce qui fait qu'on est engagé au travail, c'est qu'on se sent bien au travail et qu'on est motivé au travail. Donc, motivation et bien-être amenant à l'engagement. À l'inverse, manque de motivation, manque de bien-être, désengagement. Et évidemment, ce qui peut aussi entraîner du désengagement, c'est qu'au lieu du bien-être, on a de la souffrance au travail. De la souffrance, une souffrance plutôt morale que physique, mais voilà. Donc, évidemment, si on se sent en souffrance au travail, on va être désengagé de son travail. Et alors, il y a 5 principaux canaux par lesquels on peut envisager de ressentir de la motivation et du bien-être ou de la souffrance. Le premier, la rémunération. Bon, évidemment, c'est une première source, soit de satisfaction, de motivation, ou de souffrance, parce qu'on se sent évidemment insuffisamment payé, insuffisamment reconnu à travers la rémunération qu'on reçoit. Mais c'est pas celui sur lequel évidemment on va porter notre attention. Alors il y a le contenu du travail évidemment. Alors les études montrent qu'il y a 2 canaux qui sont évidemment plus importants que les autres pour que les gens se sentent bien au travail et se sentent motivés au travail. C'est le contenu, évidemment, c'est les tâches qu'on accomplit, les responsabilités qu'on nous concède, qu'on nous délègue. Ça va évidemment jouer sur notre engagement puisque ça va être satisfaisant de les réaliser et motivant. L'outil de travail, alors l'outil de travail, c'est un aspect de notre environnement de travail, mais qui, je le vois dans certaines entreprises, dans certaines organisations, peut être problématique. Si on vous donne un mauvais outil de travail, par exemple, je donne des formations auprès de magistrats et on leur donne de mauvais logiciels pour juste taper des logiciels qui marchent pas et qui sont vieux. Évidemment, déjà rien que pour faire les tâches qu'on vous demande d'accomplir, on vous donne de mauvais outils de travail, ça va déjà évidemment être source de démotivation ou de désengagement. Le lieu de travail, évidemment, l'environnement, mais le canal en fait le plus important selon les études, c'est les relations au travail. Évidemment, nous sommes des êtres sentimentaux, nous sommes des êtres émotionnels, et si nous avons de bonnes relations au travail, des relations harmonieuses avec nos collègues, mais en fait, la relation qui compte le plus, semble-t-il, dans le bien-être au travail et donc dans l'envie de rester dans une structure, c'est la relation au manager. C'est la personne qui nous encadre. Et si on a une relation toxique et difficile, on aura une propension à vouloir partir et à se désengager. Donc là, on va évidemment porter notre attention surtout sur les relations au travail. C'est comment
On peut essayer d'améliorer les relations au travail pour justement susciter un plus grand bien-être et une plus grande motivation, et donc une moindre souffrance, et donc un meilleur engagement au travail. Mais on aura l'occasion de revenir. Donc, si vous voulez, il y a ces 5 canaux, on peut agir sur chacun d'entre eux, mais évidemment, celui au final, si vous voulez, qui est le plus important, c'est quand même celui-ci. En partant, si vous voulez, du postulat que si je vous offre un emploi où vous êtes bien payé, je vous donne des tâches super intéressantes, je vous donne de bons outils de travail, je vous donne un excellent cadre de travail, mais vous avez des relations mauvaises avec vos collègues et a fortiori avec votre manager, au bout d'un moment, ça va devenir très très difficile pour vous de rester dans cette organisation. À l'inverse, le postulat étant que, et il arrive, et c'est ce que je constate, on peut être pas tellement bien payé, pas avoir un contenu extraordinaire, un outil de travail pas forcément excellent, et pas un lieu de travail si agréable, mais on a des super relations au travail. Et ça, je l'ai constaté par exemple, parce que j'interviens auprès de personnels soignants, dans les hôpitaux. Si les équipes qui ont bien tenu pendant le Covid, c'est des équipes qui avaient effectivement d'excellentes relations au travail. Ils étaient soudés, il y avait un esprit de corps, il y avait de la solidarité. Et évidemment, là, en dépit du fait qu'on manque de moyens, que l'environnement peut être même dangereux pour sa santé, qu'on n'est pas super bien payé, et puis que c'est des tâches répétitives, eh ben, si j'ai des super collègues, et en fortiori j'ai de super managers, là, je vais pouvoir rester avec un bien-être et une motivation au travail. Alors, c'est des résultats, en plus, je dirais maintenant scientifiques. Martin Seligman, c'est le père de la psychologie positive. Donc, c'est un nouveau champ de la psychologie et qui est un champ scientifique, qui font des études scientifiques. Et dans un de ses ouvrages, il résume ce que l'on sait, mais qui, je dirais, procéderait du bon sens, si on y réfléchissait. Il y a une relation claire entre les émotions positives au travail, une productivité élevée, un faible turnover, donc des engagements et des gens qui partent, et une forte loyauté. Donc, évidemment, quand on ressent des émotions positives au travail, eh ben, on a envie de se donner à fond, on a envie de faire du bon boulot, et puis on n'a pas envie de partir, et on reste fidèle à l'organisation dans laquelle on est. Donc, l'enjeu, il est managérial, du coup. Ça veut dire que si le management arrive à instaurer de bonnes relations, il arrive malgré tout, logiquement, à créer de l'engagement. Du coup, évidemment, premier canal que l'on va observer, c'est le comportement du manager. Du coup, le manager a une responsabilité par son comportement pour maintenir ou pour développer ou cultiver l'engagement de ses collaborateurs. Alors, le modèle que j'ai développé repose sur 4 émotions. La peur, l'envie, l'admiration et la gratitude. C'est ces 4 émotions qui, on va le voir, déterminent une grande partie de notre comportement et de nos décisions et de notre motivation. On peut être motivé par la peur, on peut être motivé par l'envie, on peut être motivé par l'admiration, et on peut être motivé par la gratitude. Et en fait, les instruments de management dont on dispose en tant que manager, précisément, permettent d'activer ces émotions. Si j'utilise la menace et la punition, je me fais danger, évidemment, je peux vous faire peur. Et si je ne suis que sur ce registre-là, je deviens un tyran. Si j'utilise les promesses, les récompenses, je vous fais miroiter des choses, des primes, des bonus, des promotions, tout ce que vous voulez. Je suis dans un registre de la séduction et je joue le magicien. Donc, c'est la carotte et le bâton, si vous voulez déjà. Ça, c'est deux manières de vous motiver qui sont on va le voir d'ailleurs, des registres de motivation extrinsèques au travail, puisque c'est la menace ou la récompense. C'est pas forcément lié au travail lui-même. Mais vous avez 2 autres registres qu'un manager peut investir et qui, là, suscitent des émotions particulièrement positives et particulièrement, je dirais, propices à créer du lien affectif, à créer de la confiance et à créer de la loyauté, que sont l'admiration et la gratitude. Et comment on peut implémenter, comment on peut mettre en œuvre ces émotions? Eh bien, c'est en ayant un comportement exemplaire et en montrant l'exemple. Et là, évidemment, si je suis surtout sur ce registre-là, je peux créer un rapport maître-disciple parce qu'effectivement, j'édifie les gens parce que je suis exemplaire dans mon professionnalisme, je suis exemplaire dans les décisions justes que je prends, je sais aussi faire preuve de courage. Voilà, il y a tout un tas de qualités, à la fois professionnelles ou morales, qui évidemment forcent l'admiration, comme on dit, forcent le respect. Et voilà, vous vous dites, voilà, c'est quelqu'un que j'admire. Il est juste, par exemple. Très souvent, on parle de justice d'un manager, un manager qui prend des décisions justes. Et ça, évidemment, ça suscite de l'admiration et ça suscite donc de la motivation parce que
En général, on a envie, et là il y a des travaux qui ont été faits à EM Lyon sur justement le rôle de l'exemplarité dans l'engagement, et en fait, plus on a des managers exemplaires et plus on se sent engagé. Et donc, on a envie de se donner à fond pour les gens qu'on admire. Moi aussi, c'est l'expérience que j'ai eue personnellement quand j'étais dans une organisation, d'être motivé parce que je travaille pour quelqu'un pour lequel j'ai de l'admiration. Deuxième, je dirais, qualité d'un manager qui peut susciter aussi l'engagement et l'adhésion, c'est la bienveillance. La bienveillance. Et donc là, je me fais don par, on va voir comment on peut rendre plus opérationnel ça, mais je me rends bienveillant et je sers mon équipe. Et là, évidemment, je crée un capital de gratitude et je suis vu comme une figure de parent et je peux du coup créer de l'adhésion, créer de la motivation et créer de l'engagement. Alors, comment ces choses-là se font? Comment on crée ces émotions? Alors, les émotions, il y a 4 canaux pour créer des émotions. Il y a la pensée et le corps, mais ça, c'est pour nous. Mais sinon, il y a la parole et l'action. Parce que chaque parole que je prononce, ou chaque action que je fais, est susceptible de vous créer une émotion. Et là, la question qui va être, pour un manager, c'est évidemment toutes les paroles qu'il prononce, le langage qu'il utilise, la voix, mais aussi, il y a tout un tas de paroles de pouvoir dont il dispose, donner des ordres, donner une vision, faire des discours. Et évidemment, il va pouvoir véhiculer des émotions. Des émotions négatives, s'il devient menaçant. Et on va voir qu'effectivement, si vous voulez, si je suis dans des registres de paroles menaçants, je peux utiliser la peur. Si vous travaillez pas, vous êtes tous virés. Ça, c'est effectivement, c'est une manière ça peut marcher. Ou si vous travaillez tous, vous atteignez les objectifs, vous serez tous récompensés. On part tous en voyage au Brésil et on va tous se baigner sur les plages de Copacabana. Voilà. Là, je vous fais une vision de rêve. Waouh. Vous dites, ah oui, peut-être qu'il faut que je travaille. Ça peut me récompenser. Donc, effectivement, on va pouvoir utiliser des registres de paroles menaçants, séduisants, mais on va pouvoir utiliser aussi des registres de paroles édifiants et bienveillants. Et c'est évidemment ceux sur lesquels, évidemment, en général, j'insiste le plus, parce que ce sont des émotions beaucoup plus saines à essayer de susciter. Donc, ça, c'est la manière. Donc, chaque parole est susceptible de créer une émotion. Et si j'arrive à vous créer une expérience d'émotion, de gratitude ou d'admiration, il y a des chances que ça vous remotive et que vous ayez envie de vous donner à fond. En tout cas, c'est le pari que l'on peut faire en tant que manager. C'est en étant exemplaire et bienveillant de susciter l'envie de se donner à fond. Évidemment, il faut que ça ne soit pas manipulatoire. Il ne faut pas feindre l'exemplarité ou feindre la bienveillance, on est d'accord. Malgré tout, certains peuvent jouer la carte de l'exemplarité ou de la bienveillance sur un mode évidemment manipulatoire, mais évidemment ici, ce qu'on essaye de créer, c'est évidemment des émotions qui ne sont pas, je dirais, qui ne procèdent pas d'une duplicité, mais évidemment qui procèdent d'une sincérité, parce que de toute façon, il faut pouvoir tenir l'exemplarité et la bienveillance sur la durée. Donc, la feindre, je pense que n'est pas tenable sur la durée. Alors, l'action, c'est pareil, on va pouvoir mener des actions menaçantes, des actions séduisantes. Je laisse de côté parce que justement, précisément, ça peut être des facteurs déjà de désengagement et de démotivation. Et en revanche, essayer d'avoir des actions édifiantes et des actions bienveillantes. Et c'est ça qu'il faut pouvoir mettre en place dans son management. Parce que je dirais, où on est attendu sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel en tant que manager, je dirais ça, c'est l'apport du modèle, c'est d'avoir le souci de minimiser les peurs des gens, donc de leur assurer la protection. Et par rapport, par exemple, à la question du Covid, effectivement, dans les hôpitaux, il y avait cette question-là. C'était comment protéger le personnel. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette profession parce qu'ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de tomber malade. Et évidemment, la protection, c'est évidemment essentiel. Un manager obtient un capital de gratitude lorsqu'il est protecteur et qu'il assure contre tous les dangers. Parce qu'on va voir que c'est effectivement un facteur de démotivation, c'est-à-dire les dangers et l'insécurité que je peux ressentir au travail. La justice, il prend des décisions justes. Les décisions justes sont le meilleur garde-fou contre l'envie. C'est-à-dire que les gens qui pourraient... l'envieux a toujours propension à dire que c'est injuste, mais évidemment, quand c'est juste, il a beaucoup moins prise sur la situation, parce que quand les décisions sont vraiment prises de manière juste, évidemment, donc en étant juste, on minimise l'envie dans une équipe. L'exemplarité, évidemment, on devient un modèle pour ses collaborateurs en termes de professionnalisme, en termes aussi de qualité humaine, c'est-à-dire qualité relationnelle, en termes de respect, en termes de courtoisie, en termes de sincérité, d'honnêteté, de courage, bref, toutes les qualités morales qui, à un moment donné, peuvent édifier les collaborateurs quand on les voit incarnés par un manager.
Et puis finalement, évidemment, la bienveillance. Et c'est aussi une des responsabilités et une des attentes, je dirais, des collaborateurs, d'avoir des managers donc exemplaires, bienveillants, protecteurs et justes. Et déjà, un manager qui faillirait dans une de ces dimensions-là, il va réduire la motivation, il va réduire l'engagement, parce c'est difficile de travailler pour les gens qu'on n'admire pas, ou voire qu'on méprise du coup, parce qu'on les trouve justement, voilà, et il nous protège pas, il prend des décisions injustes, il est absolument pas exemplaire, il est pas compétent par exemple, ou il est injuste, ou il est malhonnête, il est insincère. Bref, tout ça évidemment, c'est des motifs de perte d'admiration et donc de mépris. Et du coup, évidemment, ça peut démotiver et on n'a plus envie de s'engager. Et évidemment, il est attendu aussi sur la bienveillance. La bienveillance, donc, il y a énormément de manières de déployer la bienveillance. Alors, il y a différents types de registres de paroles qui permettent d'incarner la bienveillance. Ça va être des compliments, des encouragements, des remerciements, des conseils. Ça peut être aussi des excuses. Oui, parce qu'il y a aussi des managers qui ne s'excusent pas. Il y a tout un tas de registres de paroles que j'ai essayé de décrire dans mon ouvrage, 16 registres de paroles bienveillantes qu'un manager peut mobiliser pour justement montrer sa bienveillance et évidemment à mobiliser de manière, je dirais, appropriée à chaque situation, donc à bon escient. Mais il y a tout un tas de manières de manifester à ses collaborateurs de la bienveillance, de l'indulgence, voilà, des paroles d'indulgence, voilà, ça peut être utile quand voilà, quelqu'un a failli, il a échoué, bref, ou de consolation, c'est encore un autre registre. Tout ça, c'est des registres qui permettent de déployer sa bienveillance. Alors, donc là, on a vu, c'est le comportement du manager. Donc, vous voyez, le manager en lui-même, rien que par les paroles et les actions, il peut être une force d'entraînement parce qu'il est admirable et qui, en plus, il suscite la bienveillance, il suscite la gratitude, pardon, ou il peut, au contraire, susciter le mépris ou susciter effectivement le dédain. Et en lui-même, déjà, il n'est pas force d'entraînement, il n'est pas un modèle, il est au contraire un anti-modèle qui peut déjà me faire perdre ma motivation. Ensuite, il y a la manière dont le manager va pouvoir manager. Ça, c'est les 4 dimensions, si vous voulez, du management. Bon, il y a le management de projet, ça c'est très cognitif, c'est basé sur la technicité du métier, sur l'expertise du manager. Mais il a après à manager 3 situations qui sont éminemment relationnelles et qui donc suscitent des émotions et où du coup il peut agir sur les émotions de ses collaborateurs. Le management de personnes d'abord. Alors, il y a le management d'équipe, mais on va d'abord regarder le management de personnes. Je dirais il y a au moins trois dimensions du management de personnes. Donc c'est le management de chacune des personnes de son équipe, hein, le management de personnes. Le management d'équipe, c'est le collectif. Et il faut qu'il porte attention au moins à 3 choses, c'est-à-dire la connaissance mutuelle, le bien-être au travail de ses collaborateurs, et puis l'évaluation. Et on va voir parce que ça va être effectivement des vecteurs d'émotions très forts. Alors, une référence maintenant très ancienne, mais qui reste évidemment, je dirais, pertinente et qu'il faut toujours avoir en tête, c'est tous les travaux de George Elton Mayo, qui est le père de l'école des relations humaines du management, et qui a découvert quelque chose à travers une expérience scientifique, mais qui relève aussi du bon sens, c'est que accorder de l'attention à ses collaborateurs augmente leur motivation et leur productivité. C'était ce qu'on appelle l'effet Hawthorne, parce que c'est l'usine où il a observé ça. On était encore à une époque où le management était le management scientifique, c'était le management de Taylor, et où, en fait, tout ce qu'on voulait, c'était augmenter la productivité des ouvriers. Et il s'est rendu compte que et lui, ce qu'il voulait voir, c'est quels sont les facteurs qui peuvent augmenter la productivité, en termes de luminosité, en termes de température, donc des éléments physiques. Et donc, il a pris un certain nombre d'ouvrières pour réaliser ce protocole expérimental. Et il s'est rendu compte que, quelles que soient les variations des conditions de travail, tout le groupe, la productivité augmentait par rapport au reste de l'usine. Et en fait, il s'est rendu compte, oui, parce qu'il s'intéresse à elles, il leur pose des questions, il les associe à un protocole, bref. Et il s'est rendu compte que quand on porte attention à quelqu'un, on s'intéresse à son travail, eh bien évidemment, il y a un regain de productivité, il y a un regain d'intérêt et il y a un regain donc d'engagement. Et du coup, ça veut dire qu'effectivement, plus on porte de l'attention aux gens, plus on leur fait prendre conscience qu'ils sont importants,
qu'on compte sur eux, qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur accorde de l'attention, eh bien évidemment, ça va rejaillir sur leur performance et donc sur leur productivité et leur loyauté. En fait, chaque collaborateur a besoin d'une attention particulière et d'un rapport privilégié avec son manager. Ça aussi, ça peut être déjà un facteur de désengagement. Si j'ai l'impression que pour mon manager, je compte pas, je suis pas important, il m'accorde aucune attention, ou ce que je fais ne l'intéresse pas. Ça, je le rencontre. Il y a des gens qui me témoignent que j'ai l'impression que ce que je fais, en fait, ça l'intéresse pas. Il m'écoute pas, ça n'a pas l'air d'être important pour lui. Donc, évidemment, si vous avez l'impression d'être dans une équipe et ce que vous faites n'est pas important ou n'est pas intéressant pour votre manager, et qu'en plus, vous n'êtes pas important pour lui et vous n'avez pas réussi à instaurer un rapport un peu privilégié avec lui, c'est sûr que vous allez vous sentir pas forcément, justement, motivé pour travailler, puisque, visiblement, ce que vous faites ne l'intéresse pas. Donc ça, c'est évidemment, il faut que pouvoir avoir la certitude que notre manager, et donc là, c'est la responsabilité du manager, de faire prendre conscience à chacun de ses collaborateurs que ce qu'il fait, c'est important pour lui, qu'il s'y intéresse et qu'il a un minimum d'attention à vous accorder pour ce que vous faites. Et donc ça, il faut qu'un manager puisse le mettre en place. Et ça veut dire, ça veut dire passer du temps. Il n'y a pas de recette miracle pour avoir l'impression qu'on s'intéresse à nous et qu'on est important, c'est le temps qu'on nous consacre. C'est la ressource la plus rare, a fortiori d'un manager. Donc, si un manager m'accorde 15 minutes, une demi-heure, 1 heure par semaine, waouh, je vais mesurer l'importance que j'ai pour lui à l'aune du temps qu'il me consacre. Donc, évidemment, il faut pouvoir consacrer du temps et ce temps va permettre justement, notamment, de connaître cette personne et inversement, qu'elle nous connaisse. Et c'est ce lien, évidemment, personnel et donc affectif qui va se créer, qui va être aussi un grand vecteur d'engagement et un grand vecteur de motivation et de bien-être. Du coup, ça va nous permettre de connaître la personnalité de la personne et de connaître sa motivation. Alors donc, il n'y a pas pour moi d'autre secret que l'écoute empathique, c'est-à-dire passer du temps avec les gens, à les écouter et à être là, avoir une présence morale pour que les gens se sentent écoutés et se sentent donc un minimum important dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Et puis alors, justement, ça va nous permettre aussi, en tant que manager, de détecter quelle est la motivation au travail de ses collaborateurs. Et là, le modèle Homo Homoticus apporte, je dirais, une grille d'analyse aussi de la motivation au travail. La motivation au travail, en fait, le modèle Homo Homoticus travaille sur 4 phénomènes. Le danger, l'obstacle, la perfection et le don. Et donc, dès qu'il y a un danger, il y a peur, dès qu'il y a un obstacle, il y a envie, dès qu'il y a perfection, il y a admiration, et dès qu'il y a don, il y a gratitude. Donc, en tout cas, subjectivement, si je perçois que vous me faites un don, je vais avoir de la gratitude. Si j'ai l'impression que ce que vous faites, c'est parfait, je vais avoir de l'admiration. Si j'ai l'impression que vous me menacez, je vais avoir peur. Si j'ai l'impression que vous me faites miroiter des trucs, je vais commencer à envier des promos ou des choses que vous allez m'offrir. Donc, évidemment, c'est subjectif, mais dès que je perçois subjectivement ces phénomènes, ces émotions agissent. Et donc, on peut travailler pour éviter un danger, pour lever un obstacle, pour produire une perfection ou pour faire un don. Alors, ça paraît un peu abstrait, je vais vous le dire d'une autre manière, mais qui va plus vous parler. On travaille pour survivre, on travaille pour faire de l'argent, parce que ce qui lève les obstacles à nos désirs dans notre monde, c'est l'argent. Avec l'argent, je peux tout obtenir. Donc évidemment, à travers l'argent, j'ai l'impression que je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux, je vais pouvoir posséder tout ce que je veux et obtenir tout ce que je veux, ou pour créer de la beauté, ou pour servir les autres. Et donc, en fait, ça correspond à 4 figures de l'homme au travail qui existent depuis que le monde est monde. Celui qui travaille sous la menace et sous le danger, c'est l'esclave. Il a peur, il n'a pas le choix. Donc, c'est un premier motif mais là, vous travaillez sous l'esprit d'esclave. Le deuxième, c'est l'esprit de mercenaire. Voilà. Ça va me rapporter quelque chose. Et donc, je cherche la récompense. Et là, vous avez déjà 2 motifs au travail qui sont extrinsèques au travail. L'un, j'ai pas le choix, c'est parce que on me menace, donc je suis bien obligé de bosser. Ou alors, parce qu'on va me récompenser. Et donc, c'est la récompense qui m'importe. C'est pas le travail en lui-même. C'est pas une motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque. En revanche, quand je travaille sous l'impulsion de l'admiration, j'ai un esprit d'artisan. Là, j'ai une motivation intrinsèque. Ce qui m'intéresse, c'est la belle ouvrage. C'est de bien faire mon travail. C'est la qualité du travail qui m'intéresse. Et justement, ma récompense, elle va être là. Elle va être dans le travail accompli, dans le travail en lui-même. Voilà, je suis boulanger, je fais du bon pain, je suis content à la fin de ma journée parce que j'ai l'impression d'avoir fait du bon pain. C'est pas le nombre de baguettes que j'ai vendues, c'est pas le chiffre d'affaires qui me satisfait, c'est que j'ai bien fait mon métier d'artisan
Mais en fait, cet esprit d'artisan, on peut l'avoir dans n'importe quel métier. Et puis, il y a l'esprit volontaire. C'est ceux qui travaillent sous l'inspiration de la gratitude, c'est qui veulent se donner aux autres, qui veulent servir, qui veulent être utiles. Alors là, je prends l'exemple de la Croix-Rouge, mais en fait, dans n'importe quel travail, on peut avoir un esprit volontaire. On peut avoir envie de se sentir utile socialement et avoir l'impression que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Et c'est un des moteurs très forts je dirais, de la motivation. Alors justement, je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre ça. C'est tiré d'un documentaire sur la marine marchande, où vous allez avoir deux personnes qui témoignent de qu'est-ce qui les motive pour faire ce métier. Et donc, ils travaillent sur des porte-conteneurs. Vous voyez, donc, et alors, vous allez voir qu'il y a justement deux états d'esprit différents qui sont exprimés dans ces deux témoignages. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste l'appel de la marine marchande, de l'aventure. Vous allez visiter d'autres pays, et en plus le salaire est bon. C'est la chose la plus importante. La plupart des gens ne l'admettent pas, mais l'argent est le facteur le plus important. Vous pouvez me voir au milieu de la nuit, par 45 degrés, dans la salle des machines, debout avec une tasse de café, en train de sourire, et de penser que la vie est chouette. Parce que je suis là et que je travaille sur cette immense machine. Les moteurs sonnent comme de la musique dans mes oreilles. Je me sens complètement à l'aise. Je sens que je suis bien ici. Mais bien sûr, il y a aussi des moments où on pense « Qu'est-ce que je fais ici, de l'autre côté du monde, loin de ma famille ?» Voilà. Donc, c'était pour illustrer le premier qui parle, voilà, on va pouvoir partir à l'aventure, on va pouvoir visiter plein de pays. Donc, c'est pas vraiment le travail en lui-même, c'est ce que le travail va me permettre de faire. Et puis surtout l'argent, le motif de l'argent, voilà, parce qu'on est bien payé, c'est un petit bien payé. Donc là, vous avez plutôt un esprit mercenaire, et puis là, vous avez un esprit plutôt artisan. Voilà, lui, ce qu'il aime, c'est être dans les salles des machines. Il entend même, pour lui, c'est de la musique. Vous voyez, le bruit des machines, c'est ça qui est étonnant. Alors évidemment, il parle, on est loin de sa famille, évidemment, donc, mais il est heureux dans ce qu'il fait. Idéalement, il faudrait qu'on soit tous comme ça. C'est-à-dire que, quel que soit le métier, pour nous, ça nous paraît peut-être un peu étrange. Vu l'environnement dans lequel il est toute la journée, il est dans des machines, dans des salles, enfin, il est dans les sous-sols d'un bateau, mais lui, ça le passionne. Et il aime ça. Donc, idéalement, il faudrait qu'on ait tous cet esprit artisan au travail et aussi, idéalement, l'esprit volontaire. Et donc, si vous voulez, ces quatre états d'esprit, on les retrouve tous et parfois on les a tous, hein, c'est-à-dire la survie, l'enrichissement, mais œuvrer et servir. Ça, c'est quand même deux motivations au travail qui, je crois, nous donnent une dignité au travail. C'est-à-dire, on peut être fier de soi. Moi, je le constate, il y a énormément de gens qui changent de vie parce que, justement, ils n'ont pas l'impression de ça. Il y a beaucoup de gens qui changent de vie, arrivés vers les 40 ans et qui ont envie de faire autre chose. Moi, j'en rencontre beaucoup qui me disent, voilà, j'en ai marre d'engraisser des actionnaires, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. J'ai envie d'avoir l'impression d'œuvrer à quelque chose ou j'ai envie de pouvoir servir ou d'avoir l'impression que mon métier ou ce que je fais, c'est concret, c'est utile. Et donc, c'est qu'ils découvrent qu'ils ont un esprit d'artisan ou un esprit de volontaire et qu'ils ont envie de se lancer dans autre chose parce que leur métier ne les satisfait plus à ce niveau-là précisément. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir retrouver d'abord en soi l'impression d'œuvrer et de servir, ou alors en tant que manager, être capable d'insuffler ça à son équipe. Leur faire prendre conscience qu'ils contribuent à une œuvre et qu'ils contribuent à un service. Et si on arrive à insuffler ça, là, on peut effectivement réengager les gens, à les remotiver. Je vais vous donner quelques exemples. Mais donc, si vous voulez, il faudrait que la récompense au travail, ce soit pas tant la survie, la rémunération, que le travail accompli en lui-même. Je suis content de ce que je fais. Et puis, le fruit du travail accompli. Ce que je fais, c'est utile. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la Croix-Rouge, de gens qui vont donner une soupe à des gens dans la rue. Les tâches en elles-mêmes sont fastidieuses. Vous allez vous lever la nuit, vous allez devoir préparer une soupe, vous allez aller dans le froid, etc. Qu'est-ce qui va vous récompenser? C'est le sourire de la personne qui dans la rue va vous dire merci parce que vous lui avez donné une soupe. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui sont comme des volontaires parce qu'ils ont envie de se sentir utiles. Alors on le fait sur une forme bénévole, mais on peut, vous allez le voir, on peut le faire aussi au travail, dans n'importe quel travail. On peut travailler ces deux états d'esprit. Et du coup, ces états d'esprit nous donnent aussi des indications sur quelle peut être la raison pour laquelle les gens sont pas motivés. Et ça peut être dû à leur propre état d'esprit, mais ça peut être aussi dû à l'entreprise ou l'organisation dans laquelle ils travaillent qui ne leur donne pas les moyens de pouvoir trouver un sens à leur travail. Donc l'insécurité. Évidemment, si je me sens en insécurité, ça peut être une source de démotivation au travail. Donc,
et on l'a vu pendant le Covid dans le personnel soignant. L'infériorité. Je me sens inférieur par rapport voilà, c'est toujours les mêmes qui ont les promotions, c'est toujours les mêmes qui ont les récompenses, c'est toujours, voilà, évidemment, l'envie. Voilà, j'ai l'impression que je suis pas suffisamment reconnu, que, voilà, on m'estime pas à la hauteur de mon talent. Voilà. Évidemment, l'envie va maigrir et va être aussi une source de, démotivation. Le manque de qualité. Surtout quand on a un esprit artisan, ça peut être, problématique. Moi, je l'ai connu, j'ai travaillé à l'ONU, et quand je suis arrivé, on m'a donné cette expression quick and dirty report. Ça veut dire, on va faire un rapport vite fait, mal fait. Quick and dirty. Qui veut faire du travail vite fait, mal fait? Je dis bon, on va faire du travail vite fait, mal fait. Bon, vous allez dire, mais attendez, moi j'ai fait des études, j'ai des compétences, j'ai envie de faire bien mon travail. Donc là aussi, si on n'a pas l'impression qu'on me donne pas les moyens de faire du travail de qualité, si j'ai surtout un esprit artisan, ça va me peser. Et là, c'est à l'organisation et au manager de permettre de donner aux gens les moyens de faire du travail de qualité, dont ils puissent être fiers. Et le manque d'utilité sociale aussi. Le travail que vous faites ne sert à rien. Vous savez, il y a un auteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, David Graeber, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Bullshit Jobs, qui a été traduit par les emplois à la con. Donc, les gens, il y a plein de gens, il y a des études, hein, j'ai plus les chiffres pour l'Angleterre, mais c'est énorme le nombre de gens qui ont l'impression que leur travail ne sert à rien. Donc évidemment, vous pouvez pas demander à l'impossible une tenue. Si on donne à quelqu'un, il donne des exemples, par exemple, voilà, un gardien de musée où personne ne vient, bah évidemment, au bout d'un moment, vous pouvez pas espérer qu'il est motivé pour faire son travail parce que il sert à rien, il est dans une salle tout seul et il attend que ça se passe. Donc évidemment, si on ne donne pas aux gens la possibilité d'œuvrer et de servir, ça va poser des problèmes pour leur motivation. Alors, ensuite, ces états d'esprit, évidemment, ils se combinent en chacun de nous. Et j'ai plein d'exemples qui voient que même ces états d'esprit peuvent rentrer en conflit en chacun de nous et avoir des conséquences sur le travail. Je vous donnerai cet exemple d'une personne qui était commerciale dans un grand groupe informatique et qui vend des ordinateurs et qui un jour reçoit le coup de téléphone d'un de ses clients et ce client lui dit « Ah, mais une des machines que vous m'avez livrées est très lente, j'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire en termes d'animation graphique. » Elle vérifie la commande, elle se rend compte qu'elle n'a pas livré la bonne machine avec la bonne carte graphique. Donc, elle devrait la changer. Mais elle se rend compte que, en fait, c'est pas une seule machine pour laquelle elle s'est trompée, mais c'est toutes les machines. Et donc, en fait, c'est des centaines et des centaines de machines. Et donc, elle a eu donc juste à arbitrer entre, donc, soit rappeler son client pour lui dire qu'elle doit changer toutes les machines, les faire revenir et lui livrer les nouvelles. Mais là, elle a compris que son bonus de fin d'année, il allait sauter. Soit elle en change qu'une et elle espère que le client ne s'en rende pas compte. Vous voyez, donc là, entre l'esprit artisan, bien faire son travail, et l'esprit mercenaire, eh bien, bon, devinez quelle option elle a choisi. Elle a choisi évidemment l'option de ne changer qu'une machine. Donc vous voyez là, l'esprit artisan, l'esprit mercenaire, ça entre dans le conflit, dans le comportement, et ça va impacter aussi la qualité du travail et les arbitrages qu'on va faire, parce qu'on va d'abord penser à soi. Quel est mon intérêt, moi, au travail? Est-ce que c'est l'intérêt de mon organisation, la réputation de mon organisation, ou c'est uniquement mon propre intérêt? Et des incompréhensions au travail. Là aussi, justement, quand on va manager des gens, si vous comprenez que vous avez affaire à un mercenaire, il va falloir lui parler récompense. Si vous parlez qualité du service, qualité de la satisfaction client, etc., si vous avez un mercenaire, ça va pas forcément lui parler, parce qu'il va vous dire, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce qu'on reste 2-3 heures de plus pour faire un travail très très bien? À l'inverse, et c'est l'exemple que j'ai connu par une amie qui est agent de son frère qui est peintre, et elle me dit, on se comprend pas, parce que j'essaie de lui faire gagner de l'argent avec son métier, mais en fait, on n'est pas sur la même planète. Elle me donne l'exemple d'un jour, elle avait un client qui... d'abord, il avait fait une série de tableaux qui se vendaient très bien, et donc elle est revenue le voir en lui disant, écoute, ces tableaux-là, ça se vend bien, il faudrait que tu en refasses. Et lui, il a dit, non, j'ai fini avec ça, je fais autre chose maintenant. Il dit, oui, mais ceux-là, ils se vendent bien. Donc, si tu en refais, elle dit, mais non, mais moi, j'ai terminé, je fais autre chose maintenant. Donc, vous voyez, un esprit artisan, esprit artiste, et puis un esprit mercenaire. Elle voulait le mettre en mode mercenaire, mais c'est un artiste. Ou elle me dit une autre fois, j'ai trouvé un client, il voulait un de ses tableaux, mais il le voulait en violet. Et elle a été le voir, et il a dit, je le fais pas en violet. Bon, voilà, on a perdu une... Vous voyez, donc là, quand vous parlez à quelqu'un qui est un artiste, vous lui parlez argent, vous lui parlez récompense, ça va pas lui parler, voire même ça va l'outrer. Parce que vous dire, mais c'est pas grave, on finit, on bac, mais t'inquiète pas, tu auras une prime. Il va dire, mais attendez, non, moi, je veux que le travail soit bien fait, c'est ça qui m'importe. Donc, il va se sentir offusqué que vous le preniez pour un mercenaire. Donc, ces états d'esprit, on peut les rencontrer. Alors,
Après, comment, en tant que manager, insuffler l'esprit artisan et l'esprit volontaire au travail? Et il y a des entreprises qui le font. Alors, François Michelin, par exemple, il a témoigné dans un de ses livres comment il faisait pour... Parce qu'on se dit, il y a des métiers, comment vous voulez motiver des balayeuses? Balayer, c'est un métier, voilà, c'est ingrat, etc. Et alors, justement, voilà, il a essayé de travailler là-dessus, et pour bien faire comprendre aux femmes de ménage l'importance de leur mission, on a récolté de la poussière dans la chambre d'un malade et on l'a déposée dans une boîte de pétri, de façon à mettre en évidence la rapidité du développement des microbes contenus dans la poussière. Après cela, le ménage avait un tout autre sens, car on avait affaire à des balayeuses avec un grand B qui chaque jour accomplissaient une œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier, il n'y a pas de sous-métier, comme on dit, mais encore faut-il s'en rendre compte, il y a une noblesse à chaque métier. Elles ne sont pas seulement balayeuses, elles sont en charge de l'hygiène de l'usine, et donc elles sont en charge en partie de la santé. Elles sont dans la prévention d'infection des ouvriers. Donc c'est une tâche très importante. Il faut reprendre conscience de la tâche qui nous est confiée et qui a une noblesse et qui a une utilité sociale. Et ça, c'est un des moyens, mais beaucoup d'autres utilisent ce genre de procédé. Mais parfois, ce sont les personnes qui elles-mêmes s'arrogent une mission. Martin Seligman, donc le père de la psychologie positive, dans un de ses ouvrages, il raconte qu'un jour, il est allé visiter un de ses amis qui était dans le coma. Il arrive dans la chambre et il voit un aide-soignant qui était en train d'installer des tableaux et des photos sur le mur. Et donc, il lui demande, qu'est-ce que vous faites? Et alors, puis-je vous demander ce que vous faites? Et je demandais doucement. Et il dit, mon travail, je suis aide-soignant, m'a-t-il répondu. Mais j'apporte de nouvelles photos et peintures chaque semaine. Vous voyez, je suis responsable de la santé de tous ces patients. Prenez Monsieur Miller, donc son ami par exemple, il ne s'est pas réveillé depuis qu'ils l'ont amené. Mais lorsqu'il le fera, je tiens à être sûr qu'il voit immédiatement de belles choses. Donc là, cet aide-soignant, il s'était donné une tâche supplémentaire, un supplément d'âme à son travail. Et voyez ce que dit Seligman, cet aide-soignant n'a pas défini son travail comme consistant à vider le bassin ou à laver les plateaux, mais plutôt à protéger la santé de ses patients et à se procurer des objets destinés à remplir de beauté cette période difficile de leur vie. Il occupait un emploi modeste, mais l'avait transformé en vocation élevée. Donc, il y a des gens qui arrivent à justement sublimer leur travail, à le transcender, à y trouver un sens et une noblesse, en dépit du fait que c'est un travail qui est parfois fastidieux, ingrat, voire, voilà, être soignant, c'est un des métiers les plus ingrats, donc réussir à l'ennoblir, ça peut être à travers le travail, ou ça pourrait être aussi, parce que ça arrive souvent, à travers ce que je peux faire, quel don je peux faire à travers mon travail. Beaucoup ont témoigné de ça, des mineurs ou d'autres, ils ont été travaillés parce que, pour faire vivre leur famille, pour offrir un avenir à leurs enfants, et donc ils sont prêts à accepter de faire des tâches, mais ils trouvent une noblesse au travail parce que leur tâche, elle est ingrate, elle est même aliénante, mais ils ont réussi à en faire un don qu'ils peuvent offrir à quelqu'un. Et donc ils arrivent à trouver une motivation parce que ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille, pour mon enfant, et ainsi de suite. Donc on peut aussi même aller la chercher en dehors même de la sphère du travail, si on n'arrive pas à la trouver au travail, mais on peut aussi la trouver au travail. C'est des exemples, j'en ai beaucoup d'autres. Alors, vous voyez, on parlait de balayeur, il y a ce livre que je vous recommande, il y a même des vidéos, vous pourrez trouver des documentaires qui sont faits sur lui. C'est un homme qui a choisi d'être balayeur à Fribourg depuis 30 ans, et il a écrit ce petit livre, qui est un best-seller en Suisse, et qui, je l'espère, le deviendra en France. Et c'est le balayeur à la rose, parce qu'il a son char pour aller balayer les rues, ça fait 30 ans qu'il le fait, et il y a toujours une rose, et il est devenu une sorte de coqueluche, et il ne fait que toujours, il le décrit dans son livre, j'ai lu son livre, il fréquente les détritus, hein, il est balayeur dans la rue, vous imaginez bien ce qu'il vit au quotidien, mais il a réussi à y mettre de la poésie, et il a écrit ce petit livre que je vous invite à lire, qui est très intéressant sur comment retrouver goût à n'importe quel travail. Alors, comment développer un esprit artisan? J'aimerais vous donner quelques pistes. C'est être capable de redéfinir son emploi en termes de perfection et de beauté, le rendre le plus esthétique et le plus parfait possible. Comment je peux retrouver ça? Et je vous donne quatre pistes. La première, c'est l'application. En fait, et ça, des études le montrent, plus on fait les choses en étant appliqué, en s'appliquant à les faire, et plus on retrouve goût à les faire. Donc, il faut évidemment être à ce qu'on fait, et l'application au travail permet de retrouver un regain de motivation au travail. Le deuxième, c'est la curiosité au travail. Être curieux de son métier, être curieux, se tenir au courant, se tenir à la page, chercher à savoir ce qui se fait dans son travail ou ce que font les autres. Ça, la curiosité, évidemment, permet de retrouver un certain goût
au travail. La compétence, là aussi les études montrent, plus on est compétent dans quelque chose et plus on est motivé pour le faire. Et ça marche pour tout, pour la danse, pour le tennis, tout ce que vous voulez. Plus vous commencez à maîtriser un art et plus vous avez envie de le pratiquer parce que justement vous commencez à avoir une certaine dextérité, une certaine virtuosité. Et donc plus on vous serez compétent, donc et du coup peut-être là, donner des formations à ses collaborateurs, les faire monter en compétences, plus les gens seront compétents et plus ils auront de la motivation au travail. Et plus généralement, cultiver la beauté dans sa vie, c'est-à-dire que même en dehors de sa sphère professionnelle, toute activité, là je prends le jardinage, mais ça pourrait être la peinture ou n'importe quoi, toute activité où on cultive la beauté, il en ressortira quelque chose, ça ressurgira sur aussi notre application et notre sens esthétique au travail. Pour développer l'esprit volontaire, eh bien, il faut redéfinir son emploi en termes de dons et d'amour. Le rendre le plus éthique et le plus altruiste possible. Alors, là aussi, quelques pistes pour retrouver cet esprit. La générosité. Quand on est généreux, voilà, je sais pas, il y en a beaucoup qui le font. Ils amènent des cookies au travail, etc. On fait des dons où on revient de vacances, on rapporte quelque chose. Mais voilà. Évidemment, dès qu'on va mettre de la générosité, plus on va se sentir évidemment attaché, concerné et engagé. Cultiver l'assistance aux autres, proposer son aide, se faire serviteur des autres. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Est-ce que je peux t'expliquer un truc? Évidemment, plus les gens se sentent utiles, plus ils assistent les autres et plus évidemment ils retrouvent un regain de motivation au travail. Là, ça veut dire en termes de manager, et demander à certains d'aider les autres. Quelqu'un vous trouvez qu'il manque de motivation, est-ce que tu pourrais pas l'aider? Est-ce que tu pourrais pas lui expliquer un truc? Est-ce que tu pourrais pas lui transmettre quelque chose? Mettre les gens en mode d'assistant des autres. Évidemment, ils peuvent retrouver un regain de travail. Cultiver le souci de la satisfaction des clients ou des usagers. Voilà, avoir le souci que celui pour qui on fait le travail, il soit satisfait. Et ça, évidemment, c'est d'où le fait de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le connaître. Vous avez une grande philosophe qui s'appelle Simone Weil, qui a fait une immersion, c'était dans les années 30, en immersion dans les usines, et elle a écrit un livre sur justement les ouvriers. Elle disait, on devrait avoir la photo des gens pour lesquels on travaille. C'est quand même différent quand je sais que c'est pour quelqu'un en particulier que je fais ce travail. Parce que je sais à qui je le destine. Et donc, évidemment, si je pouvais avoir après son sourire et son merci et savoir que voilà, ça lui a été utile, mon travail, et que ça lui a fait du bien, évidemment, ça me redonne de la motivation parce que j'ai l'impression d'être utile. Et enfin, cultiver le don dans sa vie. Alors, cultiver le don dans sa vie, voilà, je prends l'exemple du don du sang, mais il y a beaucoup d'organisations qui le font et qui ont compris que offrir à leurs collaborateurs la possibilité de donner des cours dans des zones d'éducation prioritaire, faire un peu de bénévolat, etc., ça va rejaillir sur l'esprit de l'organisation. Si vous leur octroyez des temps pendant leur temps de travail pour aller se donner dans du bénévolat, et de grands groupes le font, hein, ça va, alors d'un point de vue un peu calculateur ou cynique, évidemment, ils vont se donner, ils vont être altruistes dans cette activité, et il y a des chances que cet état d'esprit qui développe dans des activités de dons, et ou des dons du sang, par exemple, et ça va rejaillir sur l'état d'esprit au travail et leur état d'esprit au travail, et donc leur motivation au travail. Voilà. Et je terminerai parce que je voulais parler de l'évaluation. L'évaluation est aussi un excellent instrument de management pour réengager les gens. C'est donner du feedback. Donner du feedback. Des managers qui ne remercient jamais, qui ne complimentent jamais, qui n'encouragent jamais. Évidemment, ça aussi, c'est des facteurs de démotivation et de désengagement parce qu'on ne sait jamais. Et je terminerai sur ce petit extrait où vous voyez, c'est pourtant quelqu'un qui a un poste éminemment important puisqu'elle est secrétaire générale à l'Élysée. Elle a travaillé pour Mitterrand et par contre, elle avait zéro feedback de son boss, c'est-à-dire Mitterrand. Et vous voyez, vous allez voir ce qu'elle a fait pour résoudre ce problème. La jeune femme a 30 ans à peine. Elle écoute les Rolling Stones et devient chargée de mission aux affaires économiques internationales à l'Élysée. En clair, elle fait des notes pour le président. Le moment est venu de libérer le peuple irakien de son dictateur. Des synthèses que nous avons retrouvées aux archives nationales. En quelques lignes, elle informe le président des évolutions du monde. Le prépare à ses prochains déplacements à l'étranger
Un travail de fourmi, dans l'ombre. Le président s'en tient le plus souvent à des retours lapidaires. La jeune conseillère n'est même pas sûre qu'il la lise. Dans 90% des cas, il mettait un vu à l'encre bleue, entouré comme ça, F, M. On s'attendait à avoir une réponse tranchée, oui, non, et c'est vu. Vu, oui, mais enfin, moi j'ai passé des heures là-dessus, des jours là-dessus, est-ce qu'il l'a vraiment lu? Alors, un jour, je devais faire une note sur la dette polonaise, qui était particulièrement, je dirais, ardue, technique, pas passionnante a priori. Au milieu de deuxième page, j'ai glissé une faute d'orthographe. Et ça m'est revenu avec un énorme, la faute entourée au bleu, et dans la marge, O, point d'exclamation. Et alors j'étais heureuse, j'étais là avec ma note, il me lit. Voilà ce qu'elle a été obligée de faire pour avoir un retour. Donc évidemment, quand on fait son travail et qu'on n'a pas de retour de son manager, alors là, elle a eu un feedback négatif en l'occurrence. Mais elle était encore contente, parce qu'au moins, elle est sûre que ce qu'elle fait est utile. Donc vous voyez, même on peut être dans les hautes sphères du pouvoir et se sentir au bout d'un moment en disant mais bon, je sais même pas si ce que je fais, c'est lu, ça sert à quelque chose, etc. D'où l'importance, encore une fois, du manager de valoriser le travail de ses collaborateurs. Donc voilà. Donc évidemment, je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'évaluation, mais l'évaluation informelle. En tout cas, si vous voulez, c'est ces 5 vecteurs, sur lesquels on peut travailler. Mais le plus essentiel, je dirais, c'est les relations au travail et en tout cas le management, il a une forte responsabilité dans l'engagement de ses collaborateurs, c'est-à-dire d'entretenir des relations basées sur des émotions positives. Et s'il arrive à susciter l'admiration et la gratitude, il peut motiver à fond, il peut espérer. Évidemment, c'est pas une baguette magique, mais en tout cas, il peut faire le pari que les gens, il aura la capacité de les entraîner et de les motiver et donc de leur donner des conditions de travail décentes et de ne pas les mettre en souffrance au travail. Donc voilà, je dirais qu'un manager, il devrait réfléchir au moins un quart d'heure par semaine à ce qu'il peut faire pour remotiver ses troupes en travaillant sur qu'est-ce que je peux faire au niveau de la rémunération, bon, au niveau du contenu, l'outil, le lieu, et là, au niveau de la relation, prendre des initiatives, faire des choses pour entretenir la relation, pour que les gens, justement, leur créent des expériences d'émotions positives et des expériences notamment de gratitude ou d'admiration. Voilà. Je m'arrête là. J'ai à peu près tenu le délai, les 20, j'ai dépassé de 5 minutes.